Et si je vous disais qu'un simple oubli, un geste banal comme ne pas ouvrir une fenêtre ou refuser une dose de rappel, pouvait vous coûter 10 ans de vie? Ce n'est pas une théorie, c'est mon histoire. Je suis le docteur Pierre Lambert. J'ai exercé la médecine générale pendant plus de 40 ans dans un petit cabinet de quartier à Lyon. Aujourd'hui, je suis à la retraite, mais il y a quelque chose que je n'arrive pas à faire, me taire. J'ai vu trop de choses, trop de visages inquiets, trop de corps affaiblis, trop de familles pleurer dans le silence pour que je garde tout cela pour moi. Je croyais avoir tout connu en tant que médecin. J'ai accompagné des patients dans leurs dernières heures. J'ai rassuré des parents. J'ai vu des enfants guérir miraculeusement. Mais je n'avais jamais vu un ennemi aussi perfide, aussi silencieux et aussi insidieux que celui dont je vais vous parler aujourd'hui. Ce n'est pas un virus nouveau. Ce qui est nouveau, c'est notre oubli, notre relâchement. Et c'est précisément cela qui m'effraie plus que la maladie elle-même. Je me souviens très clairement de ce matin-là. J'étais allé au centre de santé pour un contrôle de routine, une simple vérification de tension artérielle, rien de plus. Il faisait froid, l'air était humide, typique d'un début d'automne. Et pourtant, quelque chose clochait. Devant la porte, une file de patients silencieux, masqués, les yeux baissés. Je reconnaissais certains d'entre eux. Des anciens patients, des voisins. Une femme toussait sans cesse, un homme semblait essoufflé. Je me suis approché d'un infirmier que je connaissais bien. Que se passe-t-il? Lui ai-je demandé. Il m'a regardé, puis m'a répondu à voix basse. On voit revenir des cas de Covid, docteur. Et ce matin seulement, on a déjà testé plus de 25 personnes positives, la plupart âgées. J'ai senti un frisson me parcourir le dos. Pas de sirène, pas de message officiel à la télévision, pas d'annonce du gouvernement. Juste un retour discret, furtif, sournois. Le Covid ne frappe plus à la porte, il entre sans prévenir. Et le plus terrible, c'est que personne ne semble s'en soucier. Ce n'est qu'en rentrant chez moi que j'ai consulté les données officielles. Le ministère de la Santé avait publié des chiffres. À Paris, à Marseille, à Lyon, les cas avaient augmenté de plus de 22% en un mois. Mais personne n'en parlait. Pas de une dans les journaux, pas de spot d'alerte. Et pourtant, dans l'ombre, la menace grandissait à nouveau. Je pensais à mes anciens patients, à mes voisins, à mes amis. Je pensais à tous ces visages âgés qui, il y a 3 ans, respectaient scrupuleusement chaque consigne, chaque geste barrière, chaque règle sanitaire. Et je me demandais où sont passées toutes ces précautions aujourd'hui. Que s'est-il passé entre le souvenir de la peur et l'oubli de la prudence? Et puis j'ai reçu un message de ma belle-fille. Mon petit-fils, Paul, 7 ans, avait un léger rhume, un peu de fièvre. Rien de grave, pensait-elle. Mais par acquis de conscience, elle l'avait testé, positif. Elle-même l'était aussi. Et ma fille, elle aussi. Tous les trois contaminés par un simple dîner en famille, sans masque, sans précaution, parce que ce n'est plus nécessaire. C'est là que j'ai compris. Ce virus ne se nourrit plus de notre ignorance. Il se nourrit de notre fatigue, de notre envie de tourner la page, de notre besoin d'oublier. Alors j'ai rouvert un vieux carnet que je gardais au fond d'un tiroir. C'était mon carnet d'observation, celui où je notais des choses importantes à transmettre un jour à mes enfants, à mes patients, à ceux qui voudraient encore écouter. Et ce jour-là, j'ai commencé à écrire. Leçon numéro 1. Le virus ne dort jamais. C'est nous qui baissons la garde. Je ne suis pas là pour vous faire peur, mais je suis là pour vous réveiller. Car si vous écoutez cette vidéo, c'est peut-être que, comme moi, vous avez déjà trop perdu pour recommencer à prendre des risques. Je vais vous raconter 10 leçons, 10 vérités, pas tirées des livres, mais de l'expérience, de la vie, des erreurs, des regrets, des combats perdus et de ceux qu'il reste à gagner. Je vous invite à les écouter une à une, non pas avec angoisse, mais avec conscience. Car ce que vous allez entendre peut, je l'espère, vous sauver, ou du moins vous préparer, vous armer, vous faire choisir la prudence sans renoncer à vivre. Mais avant de commencer ces 10 leçons, je vous demande une chose. Si vous pensez que ce que je m'apprête à dire est important, si vous croyez que ces paroles peuvent aider ne serait-ce qu'une personne autour de vous, alors abonnez-vous à cette chaîne. Cela m'encouragera à continuer, à transmettre, à protéger, même à distance, même en vidéo, ceux qui, comme vous, ont compris que la santé ne se négocie pas. Et maintenant,
Une question pour vous qui me tenez encore compagnie. Selon vous, aujourd'hui, quelle est la plus grande menace pour les personnes âgées? A. Le virus lui-même. B. Le sentiment que le virus est déjà derrière nous. Indiquez votre réponse en commentaire, simplement A ou B. Votre avis compte. Il en dira long, non seulement sur ce que vous pensez, mais sur ce que vous êtes prêt à faire pour vous protéger. Je prends la parole aujourd'hui. Ce n'est pas pour faire un cours de médecine, ni pour réveiller de vieux traumatismes. C'est pour vous parler de ces gestes simples, souvent méprisés, que l'on croit inutiles une fois la tempête passée, mais qui, en vérité, peuvent encore aujourd'hui sauver des vies. J'aimerais que vous m'écoutiez non comme un vieux médecin, mais comme un homme qui a vu trop de regrets naître d'un geste oublié. Pendant mes années de pratique, j'ai toujours cru que la science suffisait à convaincre, que des chiffres, des courbes, des recommandations suffiraient à faire changer les comportements. Mais ce n'est pas le cas. Ce qui fait changer un homme, ce n'est pas une statistique, c'est une histoire, une perte, un remords. C'est pourquoi je vais vous raconter 3 histoires, 3 gestes, 3 réflexes de la vie quotidienne et 3 leçons que j'ai apprises, parfois trop tard. La première histoire commence avec un simple masque chirurgical, une barrière de tissu que beaucoup ont laissé tomber avec soulagement. Moi aussi, je l'avoue, j'ai relâché l'habitude. J'en avais assez, comme tout le monde. Puis il y a eu Maurice, mon ami de toujours. Un homme drôle, généreux, un ancien facteur à la retraite. Nous prenions souvent un café ensemble sur la place du marché. Un jour, il est venu sans masque en souriant. Docteur, c'est bon, non? J'ai eu mes 3 doses. On peut respirer un peu maintenant. Je n'ai rien dit. J'ai souri. Nous avons parlé, ri. 1 semaine plus tard, il était malade. 2 semaines plus tard, il ne respirait plus. 3 jours après son hospitalisation, il était parti. Et moi, je n'arrive toujours pas à me pardonner de ne pas avoir dit un mot. Le masque ne protège pas seulement des autres, il nous protège aussi de nos propres erreurs. Depuis ce jour-là, je ne sors jamais sans. Pas par peur, par respect. Pour Maurice. Le second geste, c'est le lavage des mains. Vous savez, pendant des décennies, je pensais naïvement que les Français étaient des gens propres, que se laver les mains allait de soi. Mais me laver les mains et bien me laver les mains sont 2 choses très différentes. Avant, je me rinçais rapidement sous l'eau tiède. Mais c'est pas cela. L'hygiène. L'hygiène, c'est prendre le temps. Savonner entre les doigts, sous les ongles, jusqu'au poignet. Compter 20 secondes. Un jour, ma nièce est venue me voir avec son fils de 6 ans. L'enfant avait le nez qui coulait, un peu de tout. On a pensé à une allergie ou à une grippe passagère. En 2 jours, toute la famille était contaminée. Je me suis demandé où le virus est-il entré. La réponse était dans le lavabo. L'enfant ne s'était pas lavé les mains en rentrant de l'école. Il avait touché les poignées, la télécommande, les jouets. Et chacun de ces objets était devenu un pont entre le virus et nos corps. Depuis, j'ai placé du gel hydroalcoolique à chaque entrée. Je me lave les mains dès que je rentre chez moi, avant et après chaque repas, chaque course, chaque contact extérieur. Et je vous le dis, ce geste, qui semble si petit, peut être un mur entre vous et l'hôpital. Mais il y a un 3e geste, auquel peu de gens pensent. L'aération des pièces. Vous allez peut-être sourire, mais je suis tombé malade un hiver. Pas parce que je suis sorti, mais parce que je suis resté enfermé. J'avais un début de rhume, j'ai décidé de m'isoler dans ma chambre. Fenêtres fermées, chauffage allumé, 3 jours dans un air vicié. Le virus ne quittait pas la pièce, il y tournait en rond comme un prédateur. Mon fils est entré et m'a dit « Papa, tu as besoin d'air ». Il a ouvert la fenêtre et j'ai senti immédiatement une bouffée de soulagement. L'air frais, c'est la première désinfection naturelle. Les virus aiment les lieux clos, chauds, sans circulation. Depuis, j'ouvre mes fenêtres chaque matin, même en hiver, même quand il pleut. Je fais entrer la vie et sortir la menace. Ces 3 gestes, porter un masque, se laver les mains correctement et aérer les pièces, sont d'une simplicité enfantine. Mais croyez-moi, ce sont aussi les plus puissants outils que nous avons aujourd'hui. Ils ne coûtent presque rien. Ils ne demandent pas de diplôme. Ils ne nécessitent ni ordonnance, ni autorisation. Ils demandent seulement de la conscience. Je ne vous dis pas cela pour vous culpabiliser.
Je vous le dis parce que j'ai vu de mes propres yeux les conséquences de leur oubli. J'ai vu des familles détruites parce qu'un seul de ces gestes avait été négligé. Et j'ai vu des vies préservées simplement parce que quelqu'un avait pris le temps de faire ce qu'il fallait. Être prudent aujourd'hui, ce n'est pas vivre dans la peur, c'est vivre dans l'intelligence, dans la responsabilité, dans l'amour aussi, l'amour de soi et l'amour des autres. Nous avons traversé des mois terribles, nous avons pleuré, espéré, résisté, mais ce n'est pas le moment d'oublier, c'est le moment de se souvenir, de transformer les souffrances passées en réflexes solides, en mémoire utile. Alors je vous le demande avec la plus grande sincérité. Quel de ces 3 gestes avez-vous laissé tomber ces derniers mois? Le masque, le lavage des mains, l'aération, ou peut-être les 3? Si oui, il est temps de les reprendre. Avec calme, avec rigueur, avec cœur. Je ne suis plus médecin en activité, mais je suis encore en vie. Et tant que je peux parler, j'essaierai de protéger ceux qui m'écoutent. C'est ma façon de continuer à soigner, même sans blouse blanche. Dans la prochaine vidéo, je vous parlerai d'un geste plus difficile, la distance. Garder ses distances, même avec ceux qu'on aime. Et pourquoi parfois reculer d'un pas, c'est faire un pas vers la vie. À 75 ans, après plus de 40 années passées à écouter les battements du cœur des autres, je vous parle aujourd'hui avec un autre organe, le mien. Non pas en tant que médecin en blouse blanche, mais en tant qu'homme qui a vécu, soigné, perdu et compris, parfois trop tard. Ce que j'aimerais partager maintenant, c'est une vérité que personne ne veut entendre, mais que la vie ne cesse de répéter. Parfois, pour protéger ceux que l'on aime, il faut prendre de la distance. Et cette distance, que beaucoup confondent avec de l'indifférence, est au contraire une preuve d'amour. Je me souviens d'un matin de janvier, l'air encore mordant. J'étais sorti tôt pour ma promenade quotidienne. Au parc, j'ai croisé Georges, mon ami de longue date. Il faisait partie de ces hommes avec qui j'avais partagé 1000 conversations, 1000 cafés, 1000 silences aussi. J'ai avancé vers lui, bras tendus, prêt à lui serrer la main comme autrefois. Mais lui, d'un geste instinctif, a reculé d'un pas tout en me souriant doucement. Pardon, Pierre. Avec ce qui revient en ce moment, je préfère éviter. Sur le coup, je dois l'avouer, j'ai eu mal. Ce n'était pas une simple poignée de main, c'était un geste de reconnaissance, de lien, presque un rituel entre nous. Et voilà qu'il me l'enlevait. J'ai continué ma promenade seul, un peu amer. Mais en rentrant, j'ai repensé à son regard. Il n'y avait ni peur ni rejet. Il y avait du soin. Il y avait ce message silencieux. Je veux que tu restes là. Je veux que tu restes en vie. Il est difficile de rééduquer nos instincts sociaux, surtout à mon âge. J'ai grandi dans une époque où l'on se touchait pour exister, où la chaleur d'une main valait plus que 1000 mots. Une accolade après une bonne nouvelle, une main sur l'épaule pour consoler, une bise au coin des lèvres pour dire bonjour. Ces gestes sont ancrés si profondément en nous qu'ils semblent faire partie de notre identité. Et pourtant, dans le contexte d'une pandémie qui ne disparaît jamais vraiment, ils peuvent devenir des vecteurs de danger. J'ai vu, dans mon cabinet, des familles entières contaminées après une simple réunion de famille, des grands-parents qui n'ont pas voulu refuser un bisou, des amis qui n'ont pas su dire non à une étreinte, et ensuite les regrets, le silence d'une chambre d'hôpital, l'appel d'un médecin à 2 heures du matin. J'ai été celui qui tenait la main du fils pendant qu'on lui annonçait que son père ne se réveillerait pas. Et je peux vous dire qu'il n'existe pas de vaccin contre le chagrin. La distance physique n'est pas un mur, c'est un parapluie. Elle ne coupe pas l'amour, elle le canalise, elle le rend plus lucide. Elle dit « J'ai assez de respect pour toi pour me retenir, pour ne pas t'imposer ce que je ne peux contrôler. » Ce virus, souvenez-vous, se transmet souvent avant même que les symptômes ne soient visibles. Ce n'est pas un ennemi qui frappe à la porte. C'est un voleur qui entre par effraction pendant que vous riez, que vous partagez un verre, que vous embrassez vos petits-enfants. Je pense à ma petite fille, Camille. Elle a 8 ans, un sourire espiègle et une énergie qui me rappelle sa mère au même âge. Un soir, elle a couru vers moi en criant « Papy !» et j'ai eu ce réflexe d'ouvrir les bras. Puis j'ai vu son visage, un peu pâle, le nez qui coulait, une petite toux. J'ai reculé, doucement. J'ai posé ma main sur son épaule, à travers la manche de son manteau, et je lui ai dit « Aujourd'hui,
On se fait un câlin de loin. D'accord? Elle a baissé les yeux. Puis elle a souri et m'a soufflé. Parce que tu veux me garder longtemps, hein? Oui, ma chérie. C'est exactement ça. Je sais que cette retenue semble parfois froide, mais elle est une façon de durer, de continuer à être là. Un jour, nous pourrons peut-être à nouveau nous embrasser librement. Mais tant que ce n'est pas le cas, tant que les variants circulent, tant que l'immunité n'est pas totale, tant qu'il y a des risques pour les plus fragiles, alors je choisis la prudence. Et je vous encourage à faire de même. Cela ne signifie pas renoncer au lien. Il existe 1000 façons d'exprimer sa tendresse sans se toucher. Un regard appuyé, une main posée sur son propre cœur, une lettre glissée dans une boîte aux lettres, un appel, même court, une présence. L'essentiel est là. Continuez à exister les uns pour les autres, mais autrement. Je vous dis tout cela, non pas pour vous imposer des règles, mais pour vous offrir une réflexion, une sagesse acquise à travers la douleur, la perte, mais aussi l'espoir. Si nous avons appris quelque chose de ces dernières années, c'est que nous sommes capables d'adaptation, que l'amour n'est pas qu'un contact, c'est une intention, une protection, une vigilance partagée. Aujourd'hui, lorsque je croise quelqu'un dans la rue, je souris derrière mon masque, je fais un signe de la main, je m'arrête à 2 mètres, et parfois je sens que l'autre est soulagé, car lui aussi a besoin d'être rassuré. Lui aussi a perdu quelqu'un. Lui aussi a envie que ça n'arrive plus. Prendre ses distances, ce n'est pas fuir, c'est rester, plus longtemps. C'est avoir assez de lucidité pour comprendre que vivre ensemble dans ce monde nouveau nécessite de nouveaux gestes d'affection. Je vous le dis en tant que médecin, mais surtout en tant qu'homme. Soyez tendre, mais soyez prudent. Ne laissez pas votre instinct effacer votre mémoire. Chaque geste compte. Et dans ce monde post-Covid où l'incertitude plane encore, garder ses distances est peut-être la plus belle preuve d'amour que nous puissions offrir. Dans la prochaine leçon, je vous parlerai d'un autre rempart essentiel, le vaccin de rappel. Pas comme une obligation, mais comme un choix éclairé. Un choix pour continuer à vivre, dignement, lucidement, ensemble. J'ai vu naître le progrès médical au fil des décennies. J'ai vu des traitements hier encore expérimentaux devenir aujourd'hui des standards. J'ai vu des vaccins sauver des millions de vies. Mais j'ai aussi vu l'oubli. J'ai vu la confiance se transformer en négligence et la protection en illusion. Ce que je vais vous dire aujourd'hui n'est pas une leçon de médecine. C'est un appel, peut-être le plus important que je vous adresserai, celui de ne pas considérer le vaccin de rappel comme une formalité inutile. Je me souviens parfaitement de l'année 2022. Après la 3e dose, beaucoup de mes anciens patients m'avaient téléphoné, soulagés, joyeux. On sentait dans leur voix l'espoir retrouvé. « C'est fini, docteur ?» me demandaient-ils. Et moi, je n'osais pas les contredire. J'avais envie d'y croire, comme eux. Nous avions traversé l'orage, perdu des proches, annulé des fêtes, pleuré en silence. Nous méritions un peu de paix. Alors, on a repris une vie normale. Les marchés ont retrouvé leur couleur, les cafés leur rire, les bras se sont à nouveau ouverts. Et puis, on a oublié. Mais les virus, eux, n'oublient jamais. Ils mutent, ils s'adaptent, ils attendent. Pendant que nous célébrions notre liberté retrouvée, eux préparaient leur retour. Et il est arrivé. Plus discret, plus subtil, plus rapide, le variant EG5. Et comme à chaque fois, il a trouvé sa cible préférée. Les plus fragiles, les plus âgés. Ceux qui croyaient avoir fait leur devoir. Ceux qui, comme moi, pensaient être protégés parce qu'ils avaient reçu leurs 3 doses. Je me suis moi-même laissé surprendre. Un jour, en consultant les données sur le site du ministère de la Santé, j'ai vu une phrase qui m'a glacé. Après 6 mois, l'efficacité du vaccin diminue de 40 à 50% chez les plus de 65 ans. J'ai relu 2 fois, puis j'ai regardé le calendrier. Ma dernière injection remontait à plus de 8 mois. Et là, j'ai compris. J'avais laissé mon corps sans défense, croyant qu'il était encore armé. J'étais médecin et j'étais tombé dans le piège du soulagement. Le lendemain, je suis allé à la pharmacie de mon quartier. La jeune pharmacienne m'a accueilli avec gentillesse. Quand je lui ai demandé à recevoir ma dose de rappel, elle a souri tristement. « Vous êtes le premier senior que je vois cette semaine, docteur. Beaucoup pensent que ce n'est plus nécessaire. » Cette phrase m'a frappé, car elle résumait tout. Ce n'est pas la science qui manque, c'est la mémoire collective, l'élan,
l'acte de vigilance. L'injection elle-même fut rapide, indolore. J'ai bu beaucoup d'eau, je me suis reposé, comme je le recommande à mes patients, et je me suis senti soulagé. Non pas parce que j'étais à l'abri à 100%, aucun vaccin ne promet cela, mais parce que j'avais repris le contrôle, parce que j'avais fait ce que je pouvais, parce que je savais que si le virus me trouvait, il aurait en face de lui un système immunitaire réveillé, prêt, entraîné. Le vaccin n'est pas un bouclier invincible. C'est un signal donné à notre corps, un rappel à l'ordre, une répétition générale. C'est comme entretenir un vieux moteur. On ne change pas la voiture, mais on la prépare à affronter la montée. Sans révision, même le plus beau véhicule finit par caler. J'ai raconté cela à mes amis du club de marche. Certains ont écouté, d'autres ont haussé les épaules. « Je n'ai rien eu depuis 2 ans, pourquoi y retourner ?» m'a dit l'un. Je l'ai regardé longuement, et j'ai simplement répondu « Parce que tu es toujours là, et que tu veux continuer à l'être. » Je ne vous parle pas aujourd'hui comme un scientifique, mais comme un homme, comme un grand-père qui veut pouvoir serrer sa petite fille sans crainte pour sa santé, comme un mari qui veut encore partager des petits déjeuners avec sa femme sans l'exposer à un danger invisible, comme un médecin qui sait que chaque geste de prévention vaut 1000 traitements curatifs. Le vaccin de rappel, ce n'est pas un devoir civique, c'est un acte d'amour. C'est dire à son corps « Je ne te prends pas pour acquis. Je sais que tu es plus vulnérable qu'avant. Je t'écoute, je t'aide, je t'équipe. » C'est dire à ses proches « Je tiens à vous », assez pour me protéger moi-même. Il m'arrive parfois, en regardant les actualités, de me sentir impuissant, de voir les chiffres monter, les hôpitaux se remplir à nouveau et les mêmes erreurs se répéter. Mais ensuite, je me souviens que le changement commence toujours par une seule décision. La mienne, la vôtre. Celle de se lever, d'ouvrir son agenda et de prendre rendez-vous. Alors je vous le dis avec toute la bienveillance dont je suis capable. Si vous avez plus de 60 ans, si votre dernière dose remonte à plus de 6 mois, si vous avez des proches, des petits-enfants, des amis, faites ce choix, non pas par peur, mais par sagesse. Ce petit acte peut prolonger votre capacité à vivre librement, à marcher, à rire, à respirer. Il n'est jamais trop tard pour prendre soin de soi. Il n'est jamais ridicule de se protéger. Ce qui est absurde, c'est de laisser une porte ouverte à l'ennemi, alors qu'on tient la clé dans la main. Dans la prochaine leçon, je vous parlerai d'une vérité plus silencieuse, mais tout aussi importante. Ce que devient le corps après la maladie. Car guérir ne signifie pas toujours revenir comme avant. Et c'est une autre histoire que j'aimerais vous confier. Toute ma vie, j'ai soigné des patients, diagnostiqué des maladies, prescrit des traitements. J'ai vu des gens tomber puis se relever. J'ai appris à reconnaître les signes d'alerte, à détecter une anomalie dans une prise de sang ou un souffle dans la respiration. Mais ce que je n'avais pas prévu, c'est la manière insidieuse dont certaines maladies vous suivent même après avoir quitté votre corps. Je parle ici de ce que l'on appelle aujourd'hui les séquelles post-Covid. Ce n'est pas un terme scientifique qui impressionne. C'est un mot discret, presque anodin, mais pour ceux qui le vivent, c'est une réalité douloureuse et persistante. Quand j'ai contracté le Covid, ce n'était pas une forme grave. Pas d'hospitalisation, pas de détresse respiratoire. Une simple fièvre, une toux sèche, une fatigue classique. Je m'étais dit, c'est passé, je fais partie des chanceux. 10 jours plus tard, je testais négatif. J'ai cru que tout était terminé. Mais la vraie bataille, elle, ne faisait que commencer. Chaque matin, je me réveillais avec un poids étrange dans la poitrine. Pas une douleur franche, mais une pression sourde. J'avais du mal à retrouver mon souffle dans les escaliers. Je confondais les prénoms de mes petits-enfants. Parfois, je me retrouvais dans la cuisine, sans savoir ce que j'étais venu y faire. Je peinais à lire plus de 2 pages d'un livre sans relire 3 fois la même phrase. Moi qui avais enseigné la concentration aux internes, je me perdais dans mes propres pensées. Au début, j'ai mis cela sur le compte de l'âge, la soixantaine bien avancée, un peu de fatigue, un hiver humide, mais quelque chose clochait. Ce n'était pas seulement physique, c'était mental, cognitif, émotionnel. Une forme de brouillard, une perte de repère. Je ne me reconnaissais plus. Et c'est cela le plus difficile. Ne pas se sentir malade, mais ne plus se sentir soi. Je me suis décidé à consulter un confrère, un pneumologue que j'estimais beaucoup,
Il m'a écouté longuement, puis il m'a dit avec une douceur inhabituelle: ce que vous vivez, Pierre, c'est peut-être ce qu'on appelle aujourd'hui le Covid long. Il m'a expliqué que les études les plus récentes montrent que 10 à 30% des patients développent des symptômes persistants après l'infection, même légère. Chez les personnes âgées, ce pourcentage grimpe encore. Fatigue chronique, troubles de la mémoire, essoufflement, douleurs musculaires, anxiété, troubles du sommeil, voilà la liste invisible qui ne figure pas toujours dans les certificats de guérison. Ce jour-là, j'ai compris que j'allais devoir réapprendre à vivre. Pas en courant, pas en forçant, mais en écoutant. J'ai commencé une routine de rééducation respiratoire, chaque matin les fenêtres ouvertes, des inspirations profondes, longues, silencieuses. J'ai repris la marche non plus pour la performance, mais pour la régularité. 15 minutes, puis 20, puis 30, à mon rythme. J'ai intégré dans mon alimentation des compléments comme le magnésium, les vitamines C et D, le zinc. Non pas pour booster, ce mot que je n'aime pas, mais pour soutenir, doucement, patiemment. Mais surtout, j'ai appris à accepter, à me dire que mon corps aujourd'hui n'est plus celui d'hier, qu'il est fatigué, parfois lent, mais toujours vaillant. J'ai commencé à tenir un journal. Chaque jour, j'y note mes sensations, mes petits progrès, mes instants de découragement aussi. C'est devenu un compagnon fidèle, ce carnet. Il m'aide à faire le lien entre mes pensées confuses et mes émotions. Un jour, ma petite fille m'a demandé: Papy, pourquoi tu es souvent silencieux maintenant? Je l'ai regardé et j'ai répondu: parce que j'écoute ce que mon corps a à me dire. Et elle a hoché la tête, très sérieusement, comme si elle comprenait. Ce que je veux vous transmettre aujourd'hui, ce n'est pas une solution miracle. Je ne crois plus aux recettes toutes faites. Je crois à l'attention, à la constance, à l'humilité. Le Covid n'est peut-être plus dans mon sang, mais il a laissé son empreinte. Et je peux choisir d'en faire une prison ou une école. J'ai choisi d'en faire un chemin d'apprentissage. Car au fond, vieillir n'est pas une déchéance, c'est une transformation. Et guérir après une maladie aussi particulière, ce n'est pas revenir en arrière, c'est avancer autrement, plus lentement, plus sagement, mais avec la même détermination. Je vous encourage, vous qui m'écoutez, à ne pas minimiser ce que vous ressentez. Si vous êtes fatigué sans raison, si vous oubliez des choses, si vous n'avez plus le même souffle qu'avant, c'est pas dans votre tête. Ce n'est pas une faiblesse, ce n'est pas normal pour votre âge, c'est peut-être un signal. Et ce signal, il mérite d'être entendu. Allez consulter, parlez-en, faites-vous accompagner. Et surtout, ne vous jugez pas. Vous avez traversé une épreuve, vous avez tenu bon. Vous avez droit à du repos, à de la lenteur, à de l'aide. Je continuerai de vous parler tant que j'en aurai la force. Parce que je crois que partager ces vérités, aussi intimes soient-elles, peut éviter bien des errances à ceux qui n'ont pas encore les mots pour décrire ce qu'ils vivent. La prochaine fois, je vous parlerai de ces nouvelles habitudes qui, sans bruit, ont redonné du sens à ma vieillesse. Car parfois, la sérénité ne se trouve pas dans de grands changements, mais dans les gestes minuscules, répétés avec tendresse et conscience. Après avoir traversé cette longue expérience du Covid, non seulement en tant que médecin, mais aussi en tant que patient âgé, je me rends compte d'une chose essentielle. La maladie ne s'arrête pas à la disparition des symptômes. Ce n'est pas parce que l'on ne tousse plus, que l'on ne fait plus de fièvre, que tout est terminé. Le véritable combat commence souvent après, dans le silence, dans la solitude, dans les petits gestes qui nous coûtent plus qu'avant, dans la mémoire qui flanche, dans le souffle court qui revient sans prévenir. J'ai vu trop de gens croire qu'ils étaient guéris parce que leur test était négatif, et je ne les juge pas. Moi aussi, je suis tombé dans cette illusion. Mais guérir, c'est retrouver sa capacité à vivre pleinement, pas simplement à survivre. C'est pouvoir monter un escalier sans s'arrêter à mi-chemin. C'est retrouver le goût de lire, de penser, de rire, sans cette brume étrange dans la tête. Et cela, mes amis, demande du temps, de la patience, et surtout de l'écoute. Nous vivons dans une société pressée qui veut des résultats rapides, des remèdes immédiats. Mais le corps humain, lui, a besoin de lenteur, surtout quand il est fatigué par l'âge ou affaibli par un virus aussi complexe. Il faut apprendre à ralentir, à observer, à respecter ses limites,
sans les considérer comme des défaites. Le grand piège, c'est de se comparer à avant, de croire que si l'on n'a plus la même énergie, c'est qu'on a perdu. Non, c'est juste qu'il faut réapprendre à vivre autrement. Cette expérience m'a aussi appris une autre chose. La force n'est pas dans le fait d'aller vite, mais dans la constance. Ce sont les petits efforts répétés, jour après jour, qui reconstruisent une santé solide. Respirez profondément chaque matin. Marchez un peu, même lentement. Bien dormir. Bien manger. Parler avec ceux qu'on aime. Se laisser aider sans honte. Voilà les vrais médicaments, souvent bien plus puissants que les comprimés. Et je crois que cette leçon va bien au-delà du Covid. Elle parle à tous ceux qui traversent une épreuve, physique, mentale ou émotionnelle. Elle nous rappelle que vieillir n'est pas se fragiliser, c'est se transformer. Et que ceux qui acceptent de s'adapter sont souvent ceux qui vieillissent le mieux, avec le plus de sérénité. La grande leçon à retenir est donc celle-ci. Le retour à la santé ne se mesure pas en jours, mais en qualité de vie retrouvée. Et pour cela, il faut du courage. Le courage de ralentir, le courage de demander de l'aide, le courage de prendre soin de soi avec amour et humilité. Et vous, qu'est-ce qui vous a le plus marqué depuis la pandémie? A. Le changement de votre rythme de vie. B. Le changement de votre regard sur la santé. Écrivez simplement A ou B dans les commentaires et n'hésitez pas à expliquer pourquoi. Vos expériences peuvent aider d'autres personnes qui traversent encore ces moments difficiles. Si ce que je vous partage a résonné en vous, je vous invite à vous abonner à cette chaîne. C'est gratuit, mais c'est une grande source de motivation pour moi. Et si vous en avez les moyens, même un petit don, symbolique ou généreux, me permettra de continuer à produire ces contenus utiles, sincères, pensés pour vous. Je ne suis plus jeune, mais tant que j'ai encore un peu d'énergie, je veux la consacrer à transmettre ce que la vie m'a appris. Alors merci de votre soutien, merci pour chaque partage, chaque mot d'encouragement, chaque geste, aussi petit soit-il. Ensemble, continuons à prendre soin les uns des autres.